Alors, on va parler monitoring EEG et puis on va en profiter pour faire des rappels d'épilepto. Alors, on commencera par quelques rappels. On parlera des indications du monitoring EEG en réanimation et puis on se focalisera sur la technique et puis je vous donnerai un peu l'exemple de notre réanimation dans laquelle on a implémenté le monitoring EEG depuis plusieurs années maintenant avec voilà, des résultats intéressants. Alors, quelques rappels, ça c'est plutôt pour les plus jeunes d'entre vous. L'état de mal épileptique, c'est des crises d'épilepsie généralisées qui se répètent plus de 5 minutes d'affilée ou qui vont se répéter de plusieurs crises successives qui vont se répéter sans retour à la conscience intercritique. La première ligne de traitement, les benzodiazépines. On parle d'état de mal établi quand l'état de mal résiste au benzo. Dans ce cas-là, on va utiliser une deuxième ligne de traitement, des antiépileptiques à longue durée d'action. Si jamais on a encore un échec de cette deuxième ligne, on parlera d'état épileptique réfractaire. C'est généralement cela que vous voyez en réanimation. Et là, le traitement, c'est la troisième ligne, anesthésie générale, dont je pense nos collègues canadiens parleront un peu plus tard. En cas d'échec de cette anesthésie générale, soit parce que les crises ne cèdent pas sous anesthésie, soit parce qu'elles récidivent malgré l'anesthésie, lorsqu'on sèvre cette anesthésie, on parle d'état de mal super réfractaire. Et là, on rentre dans des traitements un peu plus compliqués. Alors, l'épilepsie qui peut avoir une symptomatologie qui est soit motrice, soit non motrice. Donc motrice, c'est en bleu là-haut. C'est les fameuses crises toniques ou cloniques. On voit des mouvements. C'est des états de mal qu'on distingue assez bien. Il y a des états de mal qui sont non moteurs. C'est ceux-là qui sont plus difficiles à mettre en évidence, en particulier s'ils s'associent à un trouble de la vigilance, un coma. Parce que le patient va pas avoir de modification de son état neurologique de conscience vu qu'il est dans le coma, et on va pas pouvoir voir la symptomatologie non motrice qui est ce qui pourrait être des troubles conductifs, des troubles cognitifs, des troubles du langage. Évidemment, si le patient est comateux, on va pas pouvoir voir ces modifications de l'état neurologique, et donc on a des états de mal qui sont beaucoup plus difficiles à diagnostiquer. Il faut savoir qu'on peut passer de l'un vers l'autre, et de l'autre vers l'un, dans les deux sens. On peut passer d'un état de mal non moteur à un état de mal moteur, c'est un peu plus rare, mais ça c'est surtout le cas quand on va lever les sédations. Et on peut aussi passer d'un état de mal moteur à un état de mal non moteur. C'est le cas quand on va mettre certains médicaments antiépileptiques ou là encore qu'on va instaurer des sédations. Alors, l'état de mal épileptique, c'est fréquent. C'est jusqu'à 35% des patients de réa, dans des populations très spécifiques, en particulier chez les cérébrolésés, mais c'est pas totalement rare chez les patients qui ne viennent pas en réa pour un motif neurologique. Donc, clairement, c'est une problématique qui touche tous les patients et qui est associée à une augmentation des troubles neurologiques, d'une souffrance neuronale, et qui va gréver le pronostic de ces malades à la fois sur la morbimortalité en réanimation, mais également sur leur pronostic à plus long terme neurologique. Donc, ça va de soi qu'il faut éviter d'avoir de l'état de mal neurologique. C'est un pourvoyeur de complications. Alors, l'EEG, petit rappel, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? On met des électrodes sur le cuir chevelu et ça va recueillir l'activité électrique du cortex. Ça a comme gros intérêt d'être non invasif, ça fait pas mal, ça crée pas de défraction cutanée, et ça a une excellente résolution temporelle, c'est-à-dire qu'à la seconde, on va pouvoir voir quel est le fonctionnement du cerveau et détecter d'éventuels changements de cette fonction, avec une résolution spatiale qui est pas mauvaise non plus, qui va être d'autant meilleure qu'elle aura un grand nombre d'électrodes. En réanimation, généralement, on a 8 à 12 électrodes. Je ne sais pas combien vous en avez chez vous, mais c'est souvent ces montages-là qu'on fait en réa. Mais il faut savoir qu'on peut aller à des casques avec beaucoup plus d'électrodes. Nous, on a un casque avec 250 électrodes qui s'enfilent vraiment comme un bonnet, pour lequel on fait plutôt du monitoring, de la neuropronostication. On en parlera plutôt demain. Mais voilà, il faut savoir que plus on va avoir d'électrodes, évidemment, plus on va avoir un tracé complexe, mais on va avoir aussi plus d'informations et une meilleure résolution spatiale. Donc le monitoring EEG vidéo continu, qu'est-ce que c'est? C'est ce fameux EEG dont on vient de parler, mais qu'on va acquérir pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
et le tout associé à une vidéo qui va pouvoir recueillir aussi la clinique associée, vidéo avec un infrarouge pour pouvoir recueillir cette clinique aussi la nuit. C'est souvent là que ça se complique, qu'il va falloir une relecture de ces tracés qui vont donc générer des heures et des heures et des heures de tracés. Et donc, il faut que ça puisse être relu pour que ça ait un intérêt, et idéalement que ça puisse être lu à peu près en même temps que c'est acquis, ou en tout cas avec pas trop de retard, qu'on ne se rende pas compte 48 heures après qu'il y avait un état de mal et qu'on est passé à côté. Donc ça pose évidemment problème. Il faut qu'il y ait un réseau Internet efficace pour envoyer les données au fur et à mesure, et qu'on ait des neurophysiologistes ou des neurologues ou des réanimateurs formés à la lecture pour pouvoir relire ces tracés en continu. Il y a aussi maintenant des outils qui se développent d'analyse un peu automatisée. Pour le moment, c'est vraiment des aides au diagnostic. Ça ne remplace pas une analyse par un neurophysiologiste, mais ça peut aider quand même à détecter certains éléments, en particulier des crises d'épilepsie. Alors, le monitoring de EEG en réanimation, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée, évidemment. Là, c'est une étude qui a repris des millions de patients de réanimation aux États-Unis et qui a montré qu'on utilisait de plus en plus le monitoring EEG, et que les 3 grosses indications du monitoring, c'est l'état de mal épileptique, l'hémorragie intracrânienne, l'HSA, et puis les troubles de la conscience au sens large, dont l'encéphalopathie post-anoxique. Alors ça, c'est une étude un peu plus, une revue un peu de la littérature et des recommandations qui ont été proposées il y a maintenant une dizaine d'années sur l'intérêt du monitoring EEG en réanimation. Elles ont assez peu évolué depuis, mais on peut retenir, et d'ailleurs on abordera surtout ces choses-là dans ce topo aujourd'hui, qu'il y a un intérêt clair pour la détection des crises dans l'état de mal épileptique, convulsif ou non convulsif. Ça, c'est quelque chose d'assez bien décrit maintenant, dans le monitoring du traitement et de la sédation, et puis pourquoi pas dans le pronostic. Il y a toute une littérature aussi dans le post-anoxique qu'on ne détaillera pas aujourd'hui. Et puis, il y a probablement un intérêt aussi chez les patients neurochirurgicaux. Probablement aussi, et ça la littérature se développe un peu plus actuellement, chez les patients qui ont des troubles de la conscience en réanimation, sans qu'on ait forcément d'étiologie très claire. Donc, dans l'état de mal épileptique, en tout cas, il y a des recommandations qui ont déjà quelques années, mais qui proposent de rendre indispensable le monitoring EEG dans l'état de mal super réfractaire. Donc, vous vous rappelez, c'est celui qui va résister à une anesthésie bien conduite, soit parce qu'il crise toujours malgré une anesthésie bien conduite, soit parce qu'il recrise dès qu'on baisse la sédation. Dans ces cadres-là, on est sur des états de mal qui sont très difficiles à monitorer, puisque la plupart du temps, ils sont infracliniques, et le monitoring EEG, il est vraiment très utile pour monitorer notre sédation. On en parlera un peu plus loin, et c'est aujourd'hui la principale raison pour laquelle on nous transfère des malades pour du monitoring EEG. Il est recommandé dans l'état de mal réfractaire, donc finalement ça c'est celui que vous allez recevoir en réanimation, en particulier si l'état de mal il est non moteur. Parce que évidemment, dès qu'on est en réanimation avec un tuyau, des sédations, dès que c'est plus moteur, ça devient très compliqué de diagnostiquer cliniquement des crises, et donc on a souvent besoin de s'aider de l'EEG. Il est aussi recommandé dans certaines encéphalites et encéphalopathies. Là encore, on manque aussi beaucoup de littérature sur le sujet. C'est des recommandations d'experts. On sait que, comme on l'a vu hier, les encéphalites, il y a plein de mouvements anormaux bizarres. Il y a aussi l'épilepsie. Tout ça, c'est pas toujours facile de faire la part des choses. Et le monitoring EEG, ça peut nous aider à prendre en charge correctement ces malades. Donc, qu'est-ce qu'on recherche exactement sur l'EEG de façon générale? On va rechercher, donc, dans cette première indication, qui est l'indication principale de l'état de mal épileptique, on va rechercher de l'argument pour des crises. Donc, qu'est-ce que c'est ces fameux arguments qu'on va rechercher? C'est, là, ça vous rappellera vos cours d'externat, on va rechercher des éléments pointus. Là, ici, c'est une petite pointe temporale, ou des pointes-ondes, une pointe suivie par une onde, qui là surviennent en bouffée, en l'occurrence, une bouffée de pointe-onde, ou des polypointes. C'est vraiment l'aspect de plein de pointes qui se succèdent comme ça, en bouffée. Donc ça, c'est des éléments épileptiques qui, isolés sur un tracé EEG, ne nous disent pas du tout qu'il y a des crises, nous disent, tiens, il y a dû avoir des crises à un moment, il pourrait y en avoir dans le futur, mais là, actuellement, il n'y en a pas. En revanche, il y a des stigmates
d'un cerveau qui est probablement sensible ou en tout cas qui est capable et qui a pu développer des crises récemment ou peut en développer dans le futur. Pour parler de crise, il faut que ces éléments pointus s'organisent en crise, c'est-à-dire que ces éléments épileptiques surviennent en décharge avec une organisation à la fois dans le temps, c'est-à-dire que ça va commencer à un moment et puis ça va s'accélérer et puis à la fin il va y avoir une décélération, un ralentissement et puis ça va s'arrêter. Là il y a une organisation temporelle et il y a aussi une organisation spatiale puisque ici ça commence à cet endroit-là du scalp. Ça commence du côté droit, en l'occurrence, en temporal droit, et puis ça va diffuser à l'ensemble de l'hémisphère droit, voire même parfois ça peut diffuser à l'ensemble du cortex. Donc là, on a ici une crise épileptique partielle qu'on a enregistrée sur notre EEG. Pour parler maintenant d'état de mal épileptique, on va devoir avoir ces fameuses crises, soit qui vont durer très longtemps, c'est difficile dans le cadre d'un monitoring EEG chez un patient inconscient de parler de temps de crise, parce qu'on ne va pas avoir un malade qui va arrêter de faire des mouvements, on va avoir un tracé, donc il a fallu trouver des définitions pour parler d'état de mal. Donc là, vous voyez, ce malade, il a l'air totalement endormi, il a l'air de pas du tout criser, et pourtant, il a un tracé d'état de mal, il a des pointes en permanence sur son EEG. Cette crise, elle est prolongée, on dit qu'elle prend plus de 50% par page de tracé, ou que c'est plein de crises qui se répètent avec un état de conscience qui se modifie pas. Là, on parlera d'état de mal épileptique électrique, et là, en l'occurrence, chez un patient qui n'a pas de manifestation clinique, donc un état de mal infraclinique. Ça va, ça, sur comment on diagnostique les crises sur un monitoring. Donc, quels patients de réanimation vont être intéressants à monitorer? Globalement, les patients épileptiques, ceux qui viennent pour une crise, un état de mal, et puis qui restent avec des troubles de conscience persistants, en particulier chez les patients qui sont sédatés, pour être sûr qu'on a bien cassé l'état de mal. Cela, il n'y a pas trop de doute. On sait que en réanimation, les patients qui sont sédatés en réanimation, qui ont fait un état de mal épileptique, on leur fait du monitoring EEG continu et on se rend compte qu'il y en a presque la moitié qui ont soit un état de mal qui persiste, soit un état de mal qui va récidiver 30 minutes après. Donc là, on est sur des patients très sélectionnés, c'est des patients qui ont fait un état de mal, mais on voit que c'est vraiment pas anodin. On a une persistance d'état de mal qui est vraiment possible ou une récidive qui peut arriver dans l'heure qui suit et le monitoring EEG va permettre de contrôler cette récidive. Les patients avec des troubles de la conscience au décours d'une souffrance cérébrale aiguë ou les patients qui ont des troubles de la conscience, on ne sait pas pourquoi, ça c'est plus fréquent, c'est un peu moins clair qu'il y a forcément de la crise là-dedans et pourtant c'est une étude assez récente, 400 patients, ils ont exclu les malades qui avaient crisé récemment. C'est seulement des malades qui sont en réa pour un tableau de troubles de la conscience et ils ont mis en évidence, donc c'est une étude prospective, ils ont comparé mettre en place du monitoring EEG continu ici à mettre en place des EEG répétés, je crois qu'il y en avait un ou deux par jour, quelque chose comme ça, et ils se sont rendus compte qu'on détectait beaucoup plus de crises ou d'états de mal quand on mettait du monitoring EEG continu. Donc même chez des patients qui ne sont pas connus épileptiques, qui ne viennent pas de faire un état de mal, on a clairement plus d'états de mal diagnostiqués avec du monitoring EEG qu'avec de l'EEG répété. Les autres patients qui sont intéressants à risque de faire des crises infracliniques, c'est ceux qui vont avoir ce qu'on appelle des patterns, donc un aspect de l'EEG qui n'est pas épileptique à proprement parler, mais qui est pathologique. C'est ce que vous allez voir sur vos rendus qu'on appelle des PLEDS, des PEDS, des GPEDS, c'est des anomalies périodiques qui vont s'organiser avec des décharges comme ça, ou de façon voilà, vraiment périodique comme ça, et qui vont se retrouver soit être d'un seul côté pour les latéraliser, soit généraliser, c'est-à-dire surtout l'ensemble des électrodes, soit qui vont être déclenchés par des stimulus. Tout ça, c'est évidemment pathologique et ça a été assez bien montré que plus on va voir apparaître ces éléments sur un EEG et plus ils vont devenir fréquents, plus on est à risque
de développer un état de mal. Donc ces patients-là, c'est pareil, on pense qu'ils ont un intérêt, si sur un EEG discontinu, on a ces éléments périodiques, ils ont probablement un intérêt à être monitorés avec un monitoring EEG continu. Et enfin, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, mais ça paraît assez évident que ces patients qui sont à risque d'épilepsie, soit ceux qui ont déjà fait un état de mal, soit ceux qui sont très cérébro-lésés avec des lésions très pro-épileptogènes, mais qui sont curarisées, là encore, on va avoir un intérêt à avoir du monitoring EEG pour déceler des crises infracliniques qui seront masquées par les cureurs. Alors, combien de temps les monitors? Ça, c'est une question qui n'a pas encore de réponse claire dans la littérature. En tout cas, on sait que c'est surtout dans les premières heures après un état de mal épileptique que le risque est le plus important de récidiver, qu'au-delà de 24 heures, c'est plus rare de faire de l'état de mal non convulsif et voilà. Vraiment, 75% des malades qui récidiveront le feront dans les 6 heures suivant l'arrêt de l'état de mal. Probablement que chez le cérébro-lésé, donc celui qui a risque de faire un état de mal, c'est également les premières heures qui vont être les plus importantes. Soit on fait un EEG discontinu, on y voit ces fameux éléments, ces fameux PLEDS ou des éléments inquiétants, et dans ce cas-là, on sait qu'il y a presque 30% de risque pour ces malades-là de présenter des crises dans les 6 à 8 heures qui suivent la lésion cérébrale. Et chez les malades qui ont un EEG nickel, il y a quand même presque 10% des malades qui peuvent criser dans les 2 premières heures. Au-delà des 2 premières heures, si l'EEG est normal, il n'y a pas d'éléments inquiétants, au-delà des 2 premières heures, on sait que le risque devient vraiment moindre, moins de 5% de chance de criser. Donc, voilà, probablement que chez le cérébro-lésé, en particulier s'il y a des anomalies sur un EEG fait juste après la lésion cérébrale, il y a de fortes chances qu'ils puissent révéler des crises infracliniques par la suite, et donc il faut les monitorer probablement rapidement dans les heures qui suivent. Alors, une des indications pour lesquelles il n'y a vraiment pas grand-chose dans la littérature pour prouver que le monitoring EEG est supérieur à de l'EEG discontinu, c'est la caractérisation d'épisodes paroxystiques. Donc, mouvements anormaux associés à des troubles de la conscience, c'est quand même pas rare. Ça peut arriver dans le cadre des encéphalites, comme on a vu hier. Ça peut arriver dans les encéphalopathies, des patients qui sont cirrhotiques avec l'encéphalopathie hépatique et qui vont avoir des myoclonies. Ça peut arriver dans le cadre des encéphalopathies post-anoxiques pour faire la part des choses entre la myoclonie post-anoxique corticale et de la myoclonie ou de l'état de mal épileptique. Donc tout ça, ça peut vraiment nous aider à caractériser ces épisodes, parce que l'EEG, quand il survient 20 minutes au milieu d'une journée de réanimation, évidemment, on peut passer à côté du mouvement anormal. Si jamais on le fait pendant plusieurs heures, plusieurs jours, on va évidemment majorer les chances de tomber sur des mouvements anormaux, et pouvoir bien explorer l'origine de ces mouvements anormaux. Nous, ça nous aide aussi beaucoup dans le cadre des crises non épileptiques, les crises psychogènes. C'est vraiment plusieurs fois par an qu'on a des patients qui nous sont envoyés pour des états de mal non épileptiques, qui sont intubés, ventilés sur des crises non épileptiques. Donc c'est vraiment évidemment un grand pourvoyeur de morbimortalité qui peut être évité. Donc là, ça peut vraiment nous aider pour tamponner définitivement. Ce sont des crises psychogènes, ce ne sont pas des crises épileptiques. Le monitoring EEG, pour ça, c'est très aidant, parce que on va là encore augmenter la probabilité que le patient fasse des éléments, des mouvements anormaux au moment du monitoring, et qu'on puisse faire la part des choses. L'autre intérêt, c'est chez les patients qui vont avoir des épisodes de dysautonomie. Ça aussi, la dysautonomie, ça peut être un révélateur de crise partielle temporale, et donc ça peut être utile d'avoir du monitoring EEG chez ces malades. Là, c'est un exemple d'une patiente qui nous avait été envoyée de collègues de la réanimation, de collègues d'une réanimation voisine, pour ce qui suspectait être un état de mal. Donc vous voyez, c'est une dame qui faisait des mouvements très stéréotypés, très réguliers de tout le corps.
le tout avec un état de conscience altéré. Et donc, on lui a mis en place le monitoring. Alors, on voit, le monitoring, il y a plein de mouvements anormaux, c'est hyper compliqué de les lire. Et grâce à l'aide des neurophysiologistes, on se fait aider, on relit les tracés. Si besoin, on curarise les malades pour vraiment s'astreindre des mouvements anormaux qui créent de l'artefact musculaire. Et là, en l'occurrence, on a mis en évidence que c'était pas du tout de l'épilepsie, mais c'était des myoclonies d'origine spinale. Et c'était une dame qui avait une encéphalite à anti-GAD. Justement, vous en avez vu plusieurs. Et en fait, elle n'avait pas du tout été diagnostiquée, elle n'avait pas du tout d'épilepsie, elle avait des spasmes liés à son atteinte médulaire en lien avec sa myélite anti-GAD et son Stiff Person syndrome. Et voilà, ça nous a vraiment permis de redresser le diagnostic, d'arrêter les sédations et de la traiter pour son encéphalite. Donc, autre grand intérêt du monitoring, la surveillance thérapeutique, pouvoir trouver le juste équilibre entre un traitement suffisamment efficace, on veut éliminer l'épilepsie, hein, notre objectif, c'est pas forcément d'atteindre une burst suppression, notre objectif, c'est surtout d'éliminer les crises d'épilepsie, de faire s'arrêter l'état de mal épileptique et de traquer la récidive à l'arrêt de la sédation. Et en même temps, on veut éviter de trop sédater nos malades. La solution de facilité, c'est de burster les malades pendant 24 heures avec des grosses doses de propofol. Là, c'est sûr, on est tranquille, on fait un EEG, il y a de la burst suppression. On se dit qu'on peut attendre 24 heures et que 24 heures plus tard, on réessayera de lever les sédations. Ouais, mais si on pouvait le faire qu'1 heure, ça serait encore mieux pour le malade. On gagnerait 23 heures de sédation profonde. Et ça permet, le monitoring EEG, de doser notre sédation. On va mettre de la sédation jusqu'à faire disparaître les crises, pas plus. Et on va pouvoir surveiller une éventuelle recrudescence des crises ou à l'inverse, une stabilité qui nous permettra un peu plus facilement de lever les sédations. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi comme outil, en particulier dans l'état de mal super réfractaire, des patients qui peuvent se retrouver avec une double sédation, de la kétamine, des gaz, des fluranes, pour avoir un peu, on va dire, le minimum d'effets indésirables chez ces malades. Le monitoring EEG est très aidant. Alors, comment on évalue la profondeur de la sédation sur de l'EEG? Bon, c'est un peu des rappels pour certains d'entre vous. Ça, c'est un EEG normal. Donc, un EEG normal, c'est ce qu'on voit ici. C'est un rythme de fond qui est entre 8 et 13 Hertz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1 seconde, c'est 2 barres vertes. On a entre 8 et 13 petites oscillations. Donc 8 et 13 oscillations par seconde. Ça, c'est normal. C'est un tracé qui est réactif, c'est-à-dire que quand on le stimule, ici, c'est la barre verte, vous voyez, le tracé se modifie. Ça veut dire que ce tracé est bien réactif. Ça, c'est un EEG normal. Ça, c'est un EEG qui est ralenti. Vous voyez, sur 1 seconde, ici, il y a beaucoup moins d'ondes. Là, il y en a plutôt 3 ou 4. 4, 5, quoi. Voilà, entre 4 et 8 Hertz, c'est ce qu'on appelle un rythme θ. Donc, le rythme, il s'est ralenti. Soit c'est parce que le patient il est un peu encéphalopathe, soit c'est parce qu'il est un peu sédaté. Et donc ça permet de dire, bon, ben voilà, là, il y a des effets de la sédation. C'est un rythme θ. Là, on a un rythme qui est encore plus lent. Vous voyez, sur 1 seconde, on a 1 ou 2 ondes lentes, delta. C'est un rythme delta entre 1 et 3 Hertz. Donc ça, c'est soit un tableau d'encéphalopathie sévère, un tableau d'encéphalite, comme on l'a vu hier, hein, les fameux delta, parfois brush, avec des petites brushes au-dessus. Ça témoigne, quand c'est pas un tracé de sédation, ça témoigne d'une souffrance cérébrale majeure, mais ça peut aussi être un tracé de sédation profonde. On met beaucoup de sédatifs, Dictovel, du propofol, on peut avoir ces tracés-là. Et puis, il y a le tracé de suppression burst suppression. Donc, les bursts, c'est des petits éléments de rythme de fond qui réapparaissent. Ils sont même assez facilement très pointus. Ils peuvent même un peu se confondre avec des éléments épileptiques. Et puis, des phases où le tracé, il est tout plat, sur plus de la moitié du tracé. On a des phases de suppression du tracé. Ça, c'est soit un état cérébral extrêmement précaire, en particulier une souffrance post-anoxique, hein, on peut voir ces tracés dans la souffrance post-anoxique, soit, et c'est plus souvent le cas, c'est des tracés de sédation, en particulier au barbiturique ou au propofol. Et puis enfin, il y a le tracé plat. Le tracé plat, évidemment, l'absence de sédation, c'est un tracé de mort encéphalique, il ne se passe plus rien. Mais ça peut aussi être un tracé de sédation très profonde. Vous mettez des grosses doses de sédation, on peut avoir un tracé totalement plat, induire une mort encéphalique
par sédatif. Et donc là, évidemment, quand on a un EEG comme ça sous sédation pour un état de mal, on a tendance à lever le pied, évidemment, sur les sédations. On pense qu'on y allait un petit peu fort sur les médicaments. Donc ça, c'est l'étude de Rossetti que je vous ai remis, parce qu'elle a fait un petit peu de bruit dans le milieu des électrophysiologistes qui s'intéressent un peu au monitoring EEG, parce qu'elle a vraiment évalué l'intérêt de EEG répété versus monitoring EEG. Et clairement, ce qui a été montré sur cette étude, c'est que on détecte plus de crises, ça, il n'y a pas de doute, on détecte plus d'états de mal, il n'y a pas de doute, on fait plus de modifications thérapeutiques dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va plus souvent augmenter des médicaments quand il y en a besoin, en particulier quand on voit un état de mal, mais on va aussi plus facilement réduire les sédatifs chez les patients qui n'ont pas d'EEG. En revanche, et on y reviendra un petit peu après, ça n'a pas montré de différence en termes de pronostic du malade. Mais on en reparlera un petit peu après. Donc voilà, ça a un intérêt clairement pour surveiller les traitements et pour les adapter, ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, c'est recommandé dans l'état de mal super réfractaire de laisser cet EEG continu pendant toute la durée de la sédation et en particulier durant toute la décroissance de la sédation et idéalement jusqu'à 24 heures après l'arrêt des sédations. Alors, sur le pronostic, ça c'est un peu la question au bout de tout ça, parce que on a l'impression que c'est un outil qui est intéressant, en effet, on détecte plus de crises, on fait plus de modifications de traitement, mais à la fin, est-ce que le malade il va mieux? Est-ce qu'il sort plus vite de réanimation? Donc ça, c'était une étude rétrospective, c'est toujours notre fameuse énorme cohorte de patients de réanimation, avec quand même 22 000 patients avec du monitoring EEG continu, et ils avaient mis en évidence, après avoir ajusté sur toutes les caractéristiques des patients, et après avoir exclu les encéphalopathies post-anoxiques, qu'on avait quand même une tendance à une réduction de la durée de séjour, ici, et une diminution, non pardon, je dis n'importe quoi, une diminution de la mortalité, pardon, mais en revanche, une augmentation de la durée de séjour et une augmentation du coût d'hospitalisation. Ça ne nous paraît pas étonnant, on se dit qu'on peut-être qu'on sédate un peu plus longtemps les malades, on rajoute de la technicité, du monitoring, donc ça coûte plus cher, peut-être qu'on les hospitalise plus longtemps, mais il y avait un signal peut-être sur une diminution de la mortalité, ou en tout cas une mortalité un peu moindre dans le groupe des patients monitorés. En revanche, dans l'étude prospective de Rossetti, ça n'a pas été confirmé. Là encore, il n'y avait pas de malades qui avaient fait de l'épilepsie. Chez ces patients-là, quand même, on a tendance à se dire que probablement, même si on manque d'une étude prospective bien faite, probablement qu'il y a un vrai intérêt et un vrai enjeu. En revanche, chez les autres, pour le moment, il n'y a pas d'étude qui a prouvé que ça avait un intérêt pour réduire les outcomes et en particulier la durée de ventilation, la durée d'hospitalisation en réanimation. En revanche, il n'y avait pas ils sont pas allés regarder l'outcome à plus long terme, en particulier le pronostic neurologique de ces malades. Et je pense que ça aurait pu être intéressant. Donc les limites de cet outil, évidemment ça coûte cher, et puis ça nécessite, et c'est quand même souvent la grosse limite à l'implémentation de ces outils en réa, ça nécessite une collaboration vraiment extrêmement rapprochée des réanimateurs et des neurophysiologistes, et puis ça nécessite quasi un neurophysiologiste dédié au tracé de réanimation. Ça nécessite une formation des équipes paramèdes pour mettre en place les techniques, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'artefacts, repositionner dès qu'il y a un départ en transport, dès qu'il y a des toilettes, des soins, il va falloir repositionner les électrodes. Donc, tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est chronophage. Il faut former les médecins à l'interprétation du tracé, pas que les neurophysiologistes, parce que évidemment c'est quasi impossible d'avoir de l'interprétation 24/24 par les collègues neurologues. Donc l'idéal c'est quand même qu'on puisse vraiment au lit du malade avoir un œil sur ce monitoring EEG et éventuellement pouvoir modifier les thérapeutiques en fonction de ce qu'on voit sur le tracé. Donc ça aussi, ça pose un peu un problème de formation. Et puis ça pose aussi la question de la durée d'enregistrement. On l'a vu, ça, il n'y a pas de choses très claires. C'est sûr que dans les premières heures qui suivent un état de mal, dans les premières heures qui suivent un patient avec des lésions cérébrales, c'est intéressant. Probablement que dans la suite, on ne sait pas trop. Et puis le risque, c'est de voir des choses sur le EEG qu'on n'aurait pas vues
Et parfois, c'est bien de ne pas voir, parce que quand on voit trop de choses, on se pose des questions sur est-ce qu'il faut les traiter, ces choses, est-ce qu'on traite un peu par excès, ça c'est possible, et du coup, est-ce qu'on allonge les durées de sédation, de ventilation, d'hospitalisation des patients, c'est possible. En tout cas, c'est suggéré par l'étude rétrospective qu'on a discutée avant. Donc nous, dans notre réanimation, on a mis en place le monitoring depuis 2015. J'ai pas mis à jour, je pense qu'on est plutôt maintenant à 500 patients monitorés depuis 2015. Alors c'est des monitorings qui peuvent être très longs. Des patients qu'on a monitorés pendant 2 mois. Donc, vous imaginez les quantités de tracés que ça fait. Alors, c'est pas forcément 2 mois en continu. On peut faire des pauses quelques jours et puis reprendre. Typiquement, des patients avec des tableaux d'encéphalite hyper compliqués où on avait besoin de monitorer l'amélioration, où on voulait voir s'il y avait des crises ou pas. Donc voilà, c'est quand même en moyenne des durées de monitoring qui sont longues. Nous, on est vraiment bien au-delà des quelques heures post-lésion cérébrale. Mais on est totalement autonome sur la relecture des tracés, sur la mise en place du monitoring. Alors on se fait aider d'un neurophysiologiste, en particulier dans les tracés vraiment compliqués, mais on va dire que les choses grossières, on se débrouille à peu près tout seul. Et donc ça permet d'encaisser autant de durée de tracé. Nos neurophysiologistes, ils relisent pas tout. Ils relisent les moments où on leur dit là, on a un peu des doutes, on a vu des trucs bizarres, on n'est pas sûr. Ou ils relisent quand on leur envoie vraiment une demande spécifique en disant voilà, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil là-dessus. Mais la plupart du temps, c'est nous qui regardons les tracés. Donc on a mis en place nous le monitoring pour pas mal de choses. Effectivement, notre plus gros recrutement sur le monitoring, c'est l'épilepsie au sens large, les encéphalites, et puis ensuite un peu d'encéphalopathie, et puis ensuite il y a pas mal d'autres causes où on va monitorer, en particulier les cérébrolésés, que ça soit d'origine vasculaire, d'origine tumorale. Donc voilà, on l'utilise vraiment assez facilement pour pas mal d'indications. Les outils qu'on a mis en place et qui peuvent nous aider, donc c'est ce qu'on appelle le EEG quantitatif. C'est en gros c'est un outil qui va permettre d'identifier quand il y a un gros changement de fréquence de l'EEG. Donc c'est vraiment un outil automatisé qui va nous prévenir en cas de changement de la fréquence. Donc si on passe d'un tracé delta très lent à un tracé hyper rapide, on va avoir un marqueur. Donc dans certaines crises d'épilepsie, ça permet d'identifier très bien les crises. Donc ça, c'est très pratique pour monitorer ça. Et les infirmières, elles peuvent regarder très facilement. C'est vraiment aussi facile que de regarder un scope ou ce genre de choses parce que c'est bien notifié. Ça pose quand même la question de qui monitore, de quand est-ce qu'on regarde, de qu'est-ce qu'on fait si on voit quelque chose. Pour le moment, il y a aussi des faux positifs, beaucoup de faux positifs sur ces techniques d'automatisation. On va avoir des marqueurs qui sortent parce qu'il y a une modification du tracé, mais ils vont pas encore être assez précis pour pouvoir voir que c'est en fait un artefact, que le patient a toussé, que le patient a bougé, que le patient a été transporté. Et donc, pour le moment, c'est encore des outils qu'on utilise pour nous aider, mais qui sont pas encore forcément très utiles en pratique. Et puis, voilà, nous, dans nos perspectives, c'est probablement d'essayer de former un peu plus les réanimateurs à la lecture de l'EEG. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas si compliquées à apprendre. Ça nécessite quand même un petit peu d'expérience, mais je pense que c'est vraiment à la portée de plein de gens. Et puis, on a pas mal de projets en cours pour montrer l'impact pronostic sur la prise en charge des patients spécifiques, ce qui manque encore clairement dans la littérature pour imposer, entre guillemets, plus largement cette technique. Voilà, donc pour conclure, le monitoring EEG, vous en entendrez de plus en plus parler. Ça permet de mettre en évidence plus de crises, plus d'états de mal. Ça, il n'y a pas de doute. Chez les patients avec de l'état de mal et aussi ceux qui ont des lésions cérébrales aiguës. C'est utile pour caractériser les mouvements anormaux paroxystiques dans le cadre des encéphalites un peu bizarres ou des encéphalopathies. Ça conduit à plus de modifications thérapeutiques. Ça guide la sédation et le sevrage de la sédation dans l'état de mal épileptique. En revanche, pour le moment, il n'y a pas de modification de l'outcome en termes de mortalité ou de durée de séjour.
par rapport à l'EEG répété. Mais il y a des limites à ces études, et puis ça nécessite une grande collaboration entre les services, une formation des soignants et une grande implication, mais voilà, c'est un outil qui est vraiment très intéressant, en particulier nous chez nos patients très spécifiques. Voilà. Merci Clémence pour la présentation. Est-ce que ça suscite des réactions, des commentaires, des questions dans la salle ou bien sur le chat? Vous avez accès à l'EEG? Donc nous on a accès à l'EEG avec une machine qui est stockée en réanimation, okay. avec des techniciennes d'EEG qui passent une fois par jour, à peu près en fin de matinée, début d'après-midi. Okay. Ils sont capables de nous faire 3-4 EEG dans la foulée. Dans l'après-midi ou la soirée, c'est difficile d'avoir un EEG pour choper une crise au moment où il y a des mouvements anormaux. Ouais. En matinée, ça peut nous arriver. Et sinon, il y a une astreinte seulement pour les PMO, pour faire le diagnostic d'établement encéphalique. Mais pas de week-end, pas de nuit en dehors du PMO. Et voilà, et avec une machine qui est dispo chez nous, donc ça marche. Et une interprétation qui est soit locale par l'équipe de neurologie, soit externalisée avec Neuropi. Okay. Et du coup, une réponse dans les heures qui suivent. Et je ne sais pas si tu connais leur solution, mais donc Neuropi, ils ont une solution qui s'appelle le Neuronaute, un casque avec des électrodes un peu simplifiées, on va dire, moins d'électrodes, qui permettent d'être posés par un infirmier de réanimation un peu formé, avec un filet sur lequel sont directement posés les électrodes, comme ça, il n'y a pas trop de difficultés, et qui couple avec un espèce d'iPad qui renvoie des tracés en direct. Donc on peut faire du continu, on peut faire de l'interprétation continue, ou on peut faire de l'interprétation toutes les 2 heures, toutes les 6 heures, un peu comme on veut. Donc la problématique, c'est des systèmes d'abonnement, et donc ça, c'est financé par les hôpitaux, c'est assez compliqué. Mais pour nous qui sommes loin, et dans des principes télémédecine, ça peut être super. Et avec les mêmes correspondants qu'on a d'habitude. Et ils proposent la même version matérielle avec interprétation locale si on ne veut pas l'interprétation à distance. Donc c'est en train de se démocratiser quand même, avec des solutions miniaturisées, des solutions moins chères, moins onéreuses, mais qui nous vendent sur des systèmes d'abonnement un peu comme avec les logiciels, tout ce qui se fait. Pour l'instant, on a prospecté, mais on n'a pas encore réussi à faire financer ce matériel. Une question maintenant sur l'EEG quantique, sur l'EEG qu'on a nous en cours, et à un moment donné, on répond des choses parfois précises avec l'encéphalopathie publique, le bêta-lactamine notamment. Quelle spécificité on a de ça, et est-ce qu'on peut vraiment en tenir compte? Oui. Après, ça va. Alors la question était concernant l'EEG non continu, donc l'EEG une fois en réanimation. Comment interpréter les conclusions qui sont données sur des durées aussi courtes, quoi. C'est un peu ça ta question. Ça reste, comme je le disais, une résolution temporo-spatiale qui est excellente, l'EEG. C'est-à-dire que c'est vraiment le reflet de ce qui se passe à un moment donné. Il faudra juste se dire que la conclusion, elle concerne les 20 minutes en question. Donc, si jamais l'EEG il a été fait à un moment où le patient était très sédaté, le patient il était en insuffisance rénale aiguë, le patient il était hyponatrémique, évidemment, il va falloir l'interpréter avec le contexte, mais ça a du sens à tout moment, parce que c'est justement des tableaux qui sont très précis en termes de temporalité, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a des tracés qui sont pas très spécifiques, en particulier le ralentissement. S'il y a pas, on en parlera aussi, on a un topo sur l'encéphalopathie. Si on n'a pas des tracés très spécifiques, des patterns d'ondes triphasiques, un pattern très spécifique des encéphalopathies à la céphalépine, par exemple, ce genre de choses, bon bah,
c'est vrai qu'on peut être un peu parfois frustré d'un tracé qui dit bon bah tracé ralenti, pas très spécifique, pas d'argument pour des crises. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu un moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur, mais ça veut dire qu'au moment de l'EEG, en tout cas, il y avait cette conclusion-là, quoi. Mais voilà, d'où l'intérêt parfois d'avoir un monitoring un peu plus prolongé ou de répéter les EEG quotidiennement dans le cadre où les patients évoluent vite et où il y a des modifications de la clinique, quoi. Sur ouais, à juste titre. Alors, je pense que nos collègues canadiens nous en parleront un peu plus sur ce topo-là. L'état de mal focal, c'est sûr qu'on n'a vraiment pas envie d'aller au tube. Hein. On a plein de choses à essayer avant en dose de charge. Nous, on utilise quasi tous les antiépileptiques en dose de charge. Comme maintenant, on utilise le Keppra, la Dépakine, le Prodilantin en deuxième ligne. Bah, nous, on y ajoute le Vimpat, le Ficoupa, le Lyrica, le Tegretol. On peut aller loin, hein, en particulier soit dans l'état de mal focal, soit même dans l'état de mal généralisé, qui ne met pas en jeu ses variables supérieures, qui n'a pas de signe de mauvaise tolérance hémodynamique et qu'on ne veut pas pousser en réanimation, on peut essayer d'autres traitements, tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, tous les algorithmes, ils sont faits sur l'état de mal tonico-clonique généralisé. L'état de mal focal, c'est un peu plus au cas par cas, quoi. Ok, et puis du coup, on avait Maëva qui nous avait présenté quand elle était là ses travaux de recherche. Où on voit qu'il y a plein de choses qui viennent, qui arrivent aussi dans l'automatisation de la reconnaissance de patterns, aussi dans l'intelligence artificielle ou la gestion des métadonnées par les algorithmes qui permettent de digérer des tonnes et des tonnes de présentations cliniques. C'est intéressant aussi, tu l'as montré, de dire la limite de tout ça, c'est parfois de surinterpréter et parfois en voulant tout monitorer, des fois on fait pire que bien ou en tout cas on retarde beaucoup la prise en charge des patients et de trouver le bon curseur. Ouais. En particulier, honnêtement, dans l'état de mal, c'est maintenant assez clair, on est un peu plus à l'aise dans les trucs très réfractaires, très bizarres. On est plus embêté sur les encéphalites, quoi. Les encéphalites qui crisent, qui ont des tableaux de G très pathologiques avec, là, on a dans le service depuis 2 mois presque, on a un presse censé être réversible, postérieur réversible encéphalopathie. Alors lui, c'est pas du tout réversible, c'est-à-dire qu'il fait un état de mal mais super réfractaire, on s'en sort pas. Et maintenant, on se demande quel est l'appareil vraiment épileptique dans son tracé EEG qui est devenu très rythmique, très périodique, très perturbé en permanence. Dès qu'on baisse un peu ses sédations, son tracé il est hyper grave. Et en même temps, on se dit est-ce que maintenant, au bout de 2 mois de sédation, faut pas s'en fiche un peu de l'EEG et on a fini par le décoller son EEG. L'évolution est pas terrible, mais voilà, on se pose vraiment ces questions-là. Les encéphalites dismunes, c'est pareil, quoi. Est-ce que ce delta rythmique là, que je vous ai montré hier, c'est très riche, très dense. On a vraiment envie de dégainer notre sédation parce qu'on se dit waouh, le cerveau il a l'air de souffrir. Voilà. Avant on le voyait pas. Est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien? Voilà. On est aussi en train de regarder ça. Le problème, c'est que c'est que des choses rétrospectives, c'est compliqué de comparer. Pour le moment, il n'y a pas d'essai prospectif bien mené qui compare. C'est celui de Rossetti que je vous ai montré. Mais voilà, il y a plein de limites. C'est que chez eux, en plus, le monitoring EEG, il est relu toutes les 12 heures, il est pas relu la nuit. Donc en fait, on est aussi sur un monitoring EEG qui n'est pas aussi robuste qu'ailleurs. Et puis voilà, ils n'ont pas regardé la outcome neurologique, donc il y a probablement quand même d'autres choses à regarder pour pouvoir rendre un peu plus précis les indications du monitoring. Mais c'est sûr que ça doit passer par des équipes formées. Ouais. Thibaut puis Fanny. Une question un peu naïve d'anesthésiste, c'est dans le traitement épileptique généralisé, est-ce que le disque ne peut pas nous aider en défaut d'avoir un EEG? Ça peut, si ton état de mal il est très antérieur, ça peut t'aider un peu, mais là encore, nous on n'en a pas l'expérience parce qu'on l'a pas. On avait le scope EEG à un moment, donc avant d'avoir le monitoring EEG, on mettait un scope EEG, c'était 4 électrodes, 2. Ça pouvait nous aider quand même. En fait, on faisait 2 l'EEG discontinus. Puis sur le EEG discontinu, on avait un truc épileptique qui concordait avec ce qu'on recevait sur le scope. On se disait ah bon ça ressemble, donc on doit pouvoir tenir
compte de ce scope EEG, quand il bouge pas, quand machin. Et donc là, on pouvait un peu s'y tenir, mais c'était quand même compliqué, quoi. Pardon. Une burst suppression oui. Sur les 2 électrodes antérieures. Alors, si c'est une vraie burst suppression, non. Mais parfois, on a de la suppression qui est plus si courte que ça, enfin qui est plus si longue. Quand la suppression, elle se ralentit et que tu finis par avoir des bursts très longues qui finissent par s'organiser, là, on est très embêté. Et donc, ça s'appelle plus burst suppression. C'est qu'on a un pattern, en fait, épileptique au sein de moments où ça se supprime. C'est compliqué aussi, ça. Mais la vraie burst suppression, c'est des petites bouffées, au moins plus d'un tiers, voire plus de la moitié de ton tracé plat. Là, c'est de la burst suppression, tu n'as pas trop d'arrière-pensée. C'est une question assez pratique. D'expérience, souvent, il y a le SAMU qui sort sur une crise d'épilepsie. Quand ils arrivent, le patient est pour faire la crise, et la crise s'arrête spontanément. Le patient a mis un peu de temps, il revient pas à lui-même, et donc ils font quand même des rythmes en disant ça doit être de l'infraclinique. On comprend qu'il stresse un petit peu, qu'il ne veut pas passer à côté d'un infraclinique, mais en pratique, après, les patients qui ne se réveillent plus du tout et qui l'intubent. Il ne faut pas qu'il fasse de benzo. Ouais, non. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, ouais, c'est une très bonne question. On en a parlé hier en faisant la visite en plus. On a fait un travail là-dessus. On a une de nos thésardes qui a repris tous les patients qui nous avaient été adressés pour état de mal épileptique. Il y en avait 60%, c'était du coma post-benzo. Plus du tout de l'état de mal épileptique. On était en dehors des critères d'état de mal réfractaire. On était sur un patient qui avait crisé, qui était en post-critique et qui a pris des benzos, voire qui a pris 2 fois des benzos parce qu'il ne se réveille pas. Alors, les benzos n'ont jamais réveillé personne, au contraire, sauf cas spécifiques. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas une bonne stratégie, d'autant que ce que je vous ai montré sur l'état de mal devient infraclinique chez une vingtaine de % des malades qui sortent d'un état de mal, ça, c'est vraiment l'état de mal de réanimation, le patient qui est sédaté, on lève des sédations, on a modifié le pattern clinique. La plupart du temps, la crise du patient en préhospitalier qui a pas reçu de médicaments, qui est épileptique connu ou qui l'est pas d'ailleurs, si elle cède, c'est qu'elle s'est arrêtée, c'est pas qu'elle est devenue infraclinique. Vraiment, 99% des cas. C'est plus compliqué chez le patient de réa, mais en préhospitalier, c'est rarissime le patient qui devient infraclinique sans traitement. C'est les médicaments souvent qui modifient la clinique. Donc clairement, c'est vraiment de la formation à faire aux collègues préhospitaliers. On est tous d'accord que c'est très difficile. Et clairement, il faut mieux préférer de faire une dose de charge de Keppra ou de Dépakine, de faire direct la 2e ligne que de faire des benzos. Si on a le moindre doute, s'il y a des petites choses très discrètes, il faut mieux faire une 2e ligne, ou le mieux, c'est de rien faire du tout. Si c'est pas tonicoclinique généralisé, c'est rarement très à risque. Même les crises partielles, en fait, ça abîme moins le cerveau qu'une crise tonicoclonique généralisée. Et surtout, ça met pas en jeu les fonctions vitales. Donc voilà, on a quand même plus le temps de réfléchir, voire de poser un EEG dans les cas où on a vraiment des doutes. Ok, eh ben, merci beaucoup Clémence.